Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. Si jamais il y a des nouveaux aujourd'hui qui nous écoutent, allez nous trouver sur YouTube, sur toutes les plateformes audio, sur les réseaux sociaux. Aidez-nous à grandir ces communautés-là. Abonnez-vous, partagez, commentez, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet maintenant que le Parlement a repris. Oui, finalement, on a une nouvelle session parlementaire. Un petit rappel à ceux qui nous écoutent. M. Legault avait prorogé le Parlement. De 2 semaines. De 2 semaines. Il y a eu un remaniement ministériel qu'on a discuté au dernier épisode. Et finalement, cette semaine, c'est la rentrée parlementaire tant attendue. Ouais. Et comme je pense les gens s'y attendaient, ça a brassé pas mal. Non, effectivement. Mais juste un petit détail, là. Évidemment, quand tu proroges, c'est des semaines que tu rattrapes pas. Donc, ça veut dire que dans le nombre de semaines qui restent dans cette législature, donc qui va se terminer quelque part au mois de juin, il y a 2 semaines de travaux parlementaires de moins. Ça peut paraître peu dans l'absolu, mais dans le traitement des projets de loi, c'est quand même beaucoup. Ouais. Tu vas me dire, oui, mais Salim, c'est que quand tu proroges, tu arrives avec une nouvelle session, ça veut dire que les projets de loi d'avance meurent au feuilleton. Oui, la plupart meurent. En fait, ils meurent tous au feuilleton, mais ceux que le gouvernement souhaite quand même conserver, il les rappelle. Donc, ça fait quand même beaucoup de travail pour les députés dans la prochaine année. C'est le gouvernement est majoritaire, il contrôle l'agenda législatif. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Mais ce qui est drôle un petit peu, c'est que ça a été prorogé de 2 semaines. Ça a repris cette semaine. Ils vont siéger la semaine prochaine. Puis après ça, ils tombent dans 2 semaines de travail en circonscription, de relâche parlementaire. Donc on va juste rappeler aux gens que dans le calendrier parlementaire, c'est écrit travail de circonscription. On va quand même donner le bénéfice du doute. Là. Les parlementaires vont se rendre dans leur comté pour travailler, mais en général, ils en profitent un peu. Oui, mais en fait, c'est pas une question de en général, ils en profitent, ils vont pas au soleil, là, je veux dire, ils vont pas dans le sud. Écoute, non, mais regarde, ça peut arriver parce que t'as aussi des députés qui ont travaillé parfois plus fort pendant l'été, n'ont pas pris de vacances pendant l'été, puis ils profitent de la relâche parlementaire pour souffler un peu. Ça existe. Non, moi sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Les députés quand même travaillent, d'une manière générale. Mais comme dans tous les métiers, t'en as certains, là, c'est des plantes vertes, là. De toute façon, ceux dont vous avez jamais entendu parler, il y en a souvent pas mal qui le sont, ou d'autres qui travaillent dans l'ombre, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail parlementaire qui est exigeant, mais faut pas oublier que dans la circonscription, il y a aussi beaucoup de citoyens qui veulent des rencontres, beaucoup de groupes communautaires qui veulent des rencontres. Il y a des gens qui veulent leurs députés sur le terrain. Les députés, dans une année préélectorale, ont intérêt à faire du terrain pour justement se faire voir, surtout ceux qui sont en danger. Puis quand tu vois un peu les sondages, sachant que la CAQ avait fait élire 90 députés, là, ils sont pas mal tous les députés qui sont en danger. C'est ça, exactement. Puis tu sais, puis pas juste à la CAQ, hein, je veux dire, à Québec solidaire, maintenir certaines circonscriptions, ça va pas être facile. Pour les libéraux, les circonscriptions actuelles, ils peuvent pas vraiment les perdre, mais par contre, s'ils visent à améliorer leur sort, voire à gagner le pouvoir, parce que c'est leur objectif, ça va être nécessaire. À plus forte raison aussi le PQ, parce qu'ils sont 6 et puis ils ont besoin de 60 autres pour former un gouvernement majoritaire. Donc bon, alors il y a quand même du travail, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu dommage qu'il y ait eu 2 semaines en moins. Je comprends les critiques qui disent « Ouais, mais il y a eu tout l'été ». Donc, avec tout l'été, si tu avais procédé à ton remaniement ministériel plus tôt, tu n'aurais pas eu à proroger, tu aurais laissé les gens travailler, etc. Bon, regarde, maintenant, c'est comme ça. Alors, voilà, le gouvernement arrive avec un nouvel agenda.
on va parler un peu de ce discours inaugural parce que, comme tu as dit, une fois que tu proroges le gouvernement, ben, c'est comme une nouvelle législature qui recommence, qui repart. Donc, il y a le gouverneur, la lieutenant-gouverneur qui rentre. Donc, déjà là, il y a eu quelques petites affaires qui sont arrivées. On va y parler. Mais moi, je veux, avant qu'on parle du discours inaugural, juste échanger un peu sur les attentes qu'on avait. Et moi, particulièrement, c'était de voir le PQ et évidemment le Parti libéral, principalement, pas parce que ça m'intéresse pas la CAQ ou le gouvernement, mais c'est parce que c'est les deux groupes d'opposition qui aspirent, comme tu viens de dire, de gouverner. Donc, c'est quoi leur position dans cette législature-là? Comment qu'ils vont performer en opposition? Quels thèmes ils vont sélectionner, sur lesquels ils vont se concentrer? Évidemment, du côté des libéraux, le chef, il n'est pas là. On a une chef parlementaire, Marois Risky. Il y a aucun doute qu'elle sera une bonne adversaire à la CAQ. Mais comme on a dit plusieurs fois, est-ce qu'elle risque d'endommager un peu l'image du vrai chef? Est-ce qu'elle va attirer trop d'attention? Il y a toute cette histoire-là. Pas endommager, mais plus faire de l'ombre, tu vois. Ouais, faire de l'ombre, mais en même temps voir un peu la cohésion de l'équipe. On a parlé pas mal durant l'été de la possibilité des couteaux là, dans le caucus. Donc tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et on va aller au discours inaugural. Je l'ai pas regardé, mais la seule chose que j'ai vue, c'est aussitôt que la lieutenant-gouverneur est rentrée dans le Parlement, les députés du PQ et du Québec solidaire y ont sorti. Et ça, je le comprends, OK? Je comprends leur position. Toi, tu le comprends? Mais je comprends dans le sens que... Moi, je le comprends pas, mais vas-y. Mais écoute, je comprends dans le sens que c'est des partis souverainistes. Ils ont un point à faire sur toute la présence René Lévesque était souverainiste aussi. Ouais, je comprends. Mais René Lévesque avait un respect des institutions. Exact. Ça veut pas dire que René Lévesque était souverainiste. Donc, forcément, il voulait sortir de ça aussi. Ouais. Mais il avait un respect envers les institutions, celles qui ont cours actuellement. Ouais. Alors, que la souveraineté se réalise, vous n'allez plus la voir, la lieutenant-gouverneur ou n'importe quelle représentante du roi, là, tu sais. Mais non, excuse-moi, je trouvais ça un peu minable. Je dis pas que c'était correct. Je dis que je le comprends vu la position qu'ils ont pris. Et ça, c'est dès le début de cette pas de la législature, mais depuis ce mandat-là, depuis les dernières élections, on a mentionné je sais pas combien de fois la position de PSPP. Il a fait toute une histoire avec la sermentation, puis toutes ces choses-là. Donc le serment au roi. Puis il est sorti gagnant quand même de toute cette affaire-là. Donc, on a vu les deux partis souverainistes quitter la salle. Moi, c'est pas plus ce qu'ils ont fait et ce que ça représente et si oui ou non c'est un respect envers les institutions, parce que là-dessus, je suis à 100% d'accord avec toi. Mais c'est plus, moi, la stratégie, parce que c'est l'image. Hein? Nous, on va prendre une position, on va donner l'image que ça passe plus. On est dans une année électorale. On a un parti qui promet un référendum dans son premier mandat. Et qu'est-ce qu'ils font au tout début de cette nouvelle législature-là? Ils se lèvent puis ils quittent la Chambre pour montrer qu'on s'en fout. Nous, voici notre agenda and that's it, we're sticking to it. Mais je vais te dire, honnêtement, là-dessus, je suis pas... ça tombe bien, ça va faire un bon podcast, on n'est pas d'accord. Moi, je m'excuse, la forme comme dans le fond est minable. Puis je sais, le mot minable est fort, mais je le dis, c'est minable. Parce que je m'excuse, George, nous depuis, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on fait ce podcast, ou même un peu plus. Puis on a toujours été
sais, on a toujours salué l'intelligence, j'ai envie de dire, stratégique de Paul Saint-Pierre Plamondon, du Parti québécois. On les a vus passer de 3 à 6. On a toujours dit des bons mots, même lorsqu'on n'était vraiment pas d'accord sur le fond, mais tu sais, on était capable d'apprécier la forme et tout, là. Mais tu sais, à un moment donné, là, OK, je veux dire, je veux pas juste être gentil pour être gentil parce que, non, je m'excuse. Je te le disais il y a 2 minutes. Paul Saint-Pierre Plamondon puis sa gang, et, pardon, je devrais rajouter aussi Québec solidaire là-dedans, mais je m'excuse, ils sont pas plus souverainistes que l'ont été Bernard Landry, comment il s'appelle? Lucien Bouchard, Parizeau, Lévesque et d'autres grands souverainistes du Parti, Pauline Marois, et d'autres grands souverainistes qui étaient pas nécessairement des PM, des premiers ministres, mais qui ont été au Parti québécois, etc., qui avaient aussi en horreur comment dire, les représentants, si tu veux, de la couronne. Je peux le comprendre. Puis je peux le comprendre. Là-dessus, je le comprends. Mais il y avait une chose, c'est qu'il y avait un respect des institutions en place, des institutions qui nous gouvernent depuis toujours, donc qui font partie un peu de notre histoire. Mais même si on ne les aime pas, moi, je l'ai toujours dit d'ailleurs sur ce podcast, y compris lorsqu'on parlait de la question du serment au roi. Moi, j'ai toujours dit une chose. On est en démocratie, on a le droit de pas aimer une institution. Et quand tu es un parti politique, ben, change-la, abolis-la, modifie-la, fais en sorte qu'il y en ait d'autres, fais en sorte qu'il y ait une logique. Puis, sais-tu quoi? On va adhérer à ce nouveau modèle-là. Mais là, il y a une institution qui est en place, elle est comme ça. Puis l'institution, c'est pas juste le symbole. Tu sais, la couronne, les jugements qui sont rendus dans des tribunaux sont rendus au nom de la couronne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refuser les... Non, mais c'est-à-dire, à un moment donné, je trouve que trop, c'est comme pas assez. On est rendu dans une époque vraiment un peu débilitante où pour aller plaire aux gens et aller chercher ce qu'il y a de plus... Qu'est-ce que je veux dire? De plus primaire chez l'être humain, on veut plaire sur ces choses-là, etc. OK, je comprends qu'il y avait un bon coup politique. La reine Élisabeth est morte. Les gens ne l'aimaient pas nécessairement, même très peu. Mais respecter ce qu'elle était, tu sais, une vieille dame que tout le monde a connue, ou presque, etc. Et bon, il y a eu un changement. Là, tout d'un coup, c'était le roi. Puis là, on était comme, ben là, c'est peut-être le moment. Tu sais, il y a comme un bon truc pour, tu sais, essayer de faire dégager ça. Bon, ils ont fait leur petit coup de force. Bravo, ils l'ont réussi. Très bien. Tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas... Tu sais, même les fédéralistes, est-ce que tu penses, Lloyd George, là, parmi tous les fédéralistes à l'Assemblée nationale, penses-tu qu'il y en a un qui se lève le matin et qui se dit « Ah, vive le roi du Canada ». Tu sais, come on, là, je veux dire, il faut arrêter les conneries. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Mais il y a une institution, ton institution, tu respectes-la ou change-la. Puis, tu aspires à gouverner. Puis, si les sondages se réalisent, ben... tu auras un gouvernement péquiste l'an prochain, puis il y aura peut-être quelques solidaires à côté. Puis, écoute, si tu réalises ta souveraineté, etc., puis tu n'as plus de représentants de la royauté, ben c'est très bien. Mais moi, sincèrement, il y a un truc, c'est que quand tu es démocrate, quand tu crois en la démocratie, tu respectes les institutions, même quand tu ne les aimes pas. Je peux te dire que dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, dans toutes les démocraties occidentales du monde, il y a des gens qui n'aiment pas certaines institutions, mais ils les respectent pareil. Et nous, on arrive, enfin nous, les 18, je pense, députés là, entre les solidaires et les péquistes, puis là, font leur petit cinéma pour aller plaire à une petite partie, là, franchement, là. Look,
je suis complètement d'accord avec On toi. a déjà passé trop de temps sur ce sujet inutile. Ouais, là, je sais. franchement. Non, mais on va finir là-dessus, là, puis je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que il faut réaliser une autre chose que souvent on oublie, surtout nous qu'on a fait de la politique peut-être il y a plus longtemps. La politique, avec les réseaux sociaux, puis toute l'attention médiatique que tu peux maintenant contrôler. À l'époque, nous, quand on a commencé là, en politique, c'était difficile de contrôler ton message parce que tu n'avais pas les moyens. C'est rendu très clientéliste. Donc là, tu dis, tu vois un gars comme Paul Saint-Pierre Plamondon, puis on l'a dit souvent, il dit, moi, là, c'est cette direction-là. Si tu veux, si tu es d'accord avec moi, t'embarques, sinon, puis j'ai une autre partie, je m'en fous, je m'en vais ici. Et son focus, c'est là. Moi, je m'en vais là. Tu viens avec moi ou tu viens pas avec moi? Puis, je m'en fous des institutions, je m'en fous ce que les autres médias ou les balados vont dire, si on respecte ou non les institutions. I don't care. Moi, j'ai une clientèle que je dois satisfaire. J'ai besoin de leur vote l'année prochaine, puis je dois leur donner un sentiment que je suis déterminé avec ce que je veux accomplir. Et il fait tout ce qu'il doit faire pour plaire à cette base-là. Et je comprends qu'on n'est pas d'accord, parce que moi aussi, je pense que si tu veux changer quelque chose, ben change-les. C'est ça. Puis that's it. Mais pour le changer, tu dois te faire élire. Et comment tu vas te faire élire? Ben en gagnant de l'appui. Ouais, tu comprends? Puis je sais que c'est un peu cheap là, de faire ça, mais... Tu sais, moi, au niveau de stratégie, lui, il est en train de plaire à sa base. Puis, Oui, c'est ça. mais tu sais quoi? Plus on parle de stratégie en politique, moins on parle de responsabilité des élus et des politiciens et des leaders d'opinion politique. Parce que normalement, là, dans une démocratie en santé, nos responsables politiques, ils sont pas là juste pour plaire à du monde, puis dire oui ou non, parce que sais-tu quoi? Pourquoi on élit des gens? On élit des gens parce qu'on se dit, eux autres, ils sont mieux placés que nous pour gérer le gouvernement, gérer la province ou le pays. Ils sont mieux placés que nous. Ils sont là et on les élit pour qu'ils prennent des décisions. Pas pour nous plaire et nous jeter de la poudre aux yeux. Donc pour moi, un politicien, il a aussi la responsabilité. La responsabilité parfois de dire à la population, non, c'est pas correct. On peut pas aller dans cette direction-là. Pas dans le sens, pas de manière paternaliste, mais de rappeler certains principes sur lesquels notre société a été bâtie. Et avec le temps, parfois, on oublie. Avec le temps, parfois, certaines choses s'érodent. Et il y a cette responsabilité-là. Sauf que, pour moi, c'est de l'abdication des politiciens, tout parti confondu d'ailleurs, sur plusieurs sujets. Là, on parle des souverainistes en raison de cette histoire-là, mais la réalité, c'est que les autres aussi. Eh ben, moi, tu vois, ça, c'est le bout qui me dérange. Parce qu'à chaque fois, c'est une stratégie, mais une stratégie aux dépens de conviction, aux dépens de valeur, aux dépens de... Bah oui, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, il faut... dans ce cas-là, prendre n'importe qui, prendre Justin Bieber, puis il va devenir premier ministre du Canada, là, tu sais, bon, tu vas me dire, on l'a presque eu, mais tu sais, c'est... Voilà. En tout cas, regarde, je pense que... Ouais. Déjà... Passons au discours. Moi, j'ai manqué ce bout-là. J'ai juste eu les petits bouts un peu qui ont circulé dans les médias. Dis-moi un peu ce que tu as pensé du discours, les éléments importants du discours de M. Legault. Ben, écoute, le discours de M. Legault, c'était grosso modo, je pense, 4... je suis en train de regarder mes notes juste pour pas me tromper, mais c'était essentiellement 4 axes, 4 piliers, si tu veux, de son... Alors, évidemment, il a commencé par l'économie, parce que, évidemment, c'est un aspect très important, où il a parlé essentiellement de la nécessité d'alléger les délais et les processus pour les projets économiques et énergétiques qui sont jugés stratégiques. Donc, un petit peu à la Mark Carney, là, qui avait fait qui a déposé le projet de loi, je pense, C5, pour accélérer les projets stratégiques. Ben, il y en a même certains, d'ailleurs, C5, petite référence C pour Canada, là, genre. Et
voyons, au Québec, on dit que c'est une blague, là, on dit que c'est comme le projet de loi Q5. C'est une façon de dire que c'est à peu près, c'est un peu dans le même, dans la même lignée. Là. Donc, c'est pour accélérer la mise en œuvre de projets d'intérêt pour le Québec. Puis, il a évoqué aussi la possibilité de soulager fiscalement les Québécois parce qu'il reconnaît que l'inflation pèse lourdement. Alors, il a demandé à son ministre de Finances de regarder ça. Whatever that means, excuse-moi, mais pour moi, regarder ça, je te donne le mandat. En fait, tu as fait un discours inaugural pour dire « J'annonce que je vais demander à mon ministre des Finances de regarder ça. » Hey, sérieusement, franchement, je pense qu'en termes de discours économique, je pense qu'il y avait mieux. Ouais. Sincèrement, moi, je pense que M. Girard aux finances et Mme Fréchette en économie, je pense qu'ils seraient capables de donner un meilleur discours économique. Ouais. Moi, je les sortirais plus souvent. Moi, je pense que ça aiderait davantage le Premier ministre en termes économiques. Je crois qu'il n'y a plus personne qui l'écoute vraiment sur les questions économiques, mais il a des ministres qui en parlent bien. Madame Fréchette en parle bien des projets, etc. Là. Alors, je comprends que c'est pas elle la big boss. Le big boss, c'est le Premier ministre. Mais veux pas, c'est ta ministre, c'est toi qui l'as mis en place. Sors-la un peu plus. Elle est bonne à communiquer ça. Et M. Girard, moi, je pense que c'est son dernier budget, à tout le moins, qu'il va déposer au mois de mars. Et je crois que ça vaudrait la peine qu'il parle davantage. Tu sais, les ministres des Finances, ils n'aiment pas trop parler. Il faut faire attention. Puis, mais là, tu sais, une année préélectorale, là, parle, sors-le. Ça, c'était pour l'économie. Il a parlé aussi d'efficacité, de réduction de la bureaucratie. Il trouve qu'il veut dégraisser l'État. Alors ça, c'est drôle, hein, parce que tu sais que M. Legault, il s'est fait élire en 2018 en disant qu'il allait réduire la taille de l'État, qu'il allait réduire le nombre de fonctionnaires de 5000 personnes. Et là, on est comme à plus 10 000 personnes ou je ne sais pas trop quoi. Et là, il te dit il faut réduire le fardeau administratif, etc. Alors, c'est un peu drôle parce que fondamentalement, c'est de lui, je veux dire, c'est son gouvernement qui en a mis plus. OK, pendant la pandémie, il a peut-être fallu faire des trucs, je veux bien, mais tu sais, la pandémie, elle a aussi le dos large. Hein, tu sais, je veux dire, on peut pas tout mettre sur la pandémie à un moment donné, puis la pandémie, ça commence à être un peu derrière nous en ce moment-là. Délier une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. Donc, lui, bien sûr, là, en ce moment, c'est la grosse guéguerre. Écoute, comme ça évolue de jour en jour, ça ne vaut pas la peine nécessairement qu'on rentre dans les détails de cette guerre entre le ministre Dubé, le gouvernement Legault et les médecins. Mais tout le monde en a entendu parler, etc. Là, puis, bon, en tout cas, ils veulent... on est dans une espèce de... Les médecins n'en font pas assez. Les médecins te disent, oui, mais on n'a pas accès à tout le reste. On n'a pas assez d'infirmières. On n'a pas les... Il y a des salles d'opérations qui sont disponibles, mais on ne peut pas procéder à des chirurgies. Enfin bref, il y a 1001 trucs. On peut aller rapidement trouver des articles complets là-dessus sur Internet. Et puis, bien sûr, grosse bataille, il veut réviser le régime syndical. Puis là, ça, il veut faire une espèce de révolution là-dedans. Je te dis, lui, il te dit, après 7 ans au pouvoir, il fait le constat que le Québec est pris dans une camisole de force. Tu sais, c'est quoi une camisole de force? Hein? C'est une espèce de gros t-shirt indéchirable avec de longues manches et on attache les manches derrière. Là, tu sais, les personnes qui sont agitées, souvent qui ont des problèmes, d'ordre psychiatrique. Hein, donc, je trouvais l'image un peu bizarre, d'ailleurs, de parler de camisole de force. Donc, le Québec est pris dans cette camisole de force. Anyway, bref. Et moi, j'aimais pas trop l'image, mais en tout cas, c'est lui qui l'a utilisé. Et là, il te dit, il va falloir faire une révolution là-dedans. Mais tu sais, ça fait 7 ans, hein, 7 ans hier ou avant-hier, ou aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais plus, là, mais en tout cas.
Et enfin, non, pas enfin, avant-dernier truc, sécurité. Alors, modification de la loi sur les protections des personnes dont l'état mental présente un danger, etc. Bon, parce que, on parle beaucoup de santé mentale. Et donc, ça crée des problèmes, y compris dans les rues à Montréal et ailleurs. Là, tout d'un coup, il parle aussi des islamistes radicaux. D'ailleurs, c'est drôle, hein? Islamistes radicaux. Donc, il a mis le mot radical à côté d'islamiste, parce que j'ai juste une nouvelle pour M. Legault. Un islamiste, par définition, est radical. Fait que s'il il n'y a pas de... Il est doublement radicalisé. Ah, OK, d'accord. Il a une cape. il a une cape en plus. Là, donc, un islamiste... Non, mais ensuite, c'est tellement drôle. Parce qu'évidemment, il était en train de faire tout un discours. Moi, je ne parle pas ici de Québécois de confession musulmane. Je parle des islamistes, etc. Bon, évidemment, les deux ont en commun une religion qui s'appelle l'islam. Donc, tu sais, le mélange des genres et l'amalgame est très facile, etc. Moi, je vais reprendre l'expression de Philippe Couillard à l'époque. Oui, M. Legault, il souffle sur les braises de l'intolérance. Il te dit l'assaut des islamistes qui comptent nos valeurs, etc. George, il y a des masculinistes qui vont dans toutes les chaînes de télé et de radio et sur Internet pour rappeler, en tout cas, pour rappeler ce que eux pensent était le bon temps, où les femmes étaient réduites à rester à la maison, à s'occuper des enfants, à cuisiner, faire le ménage, etc. Ces masculinistes-là, il n'y en a pas un qui est musulman là-dedans, là, tu sais. Ouais. Mais attention, il faut frapper quand même sur les musulmans parce que apparemment ça crée un problème homme-femme, etc. En tout cas, moi, je sais pas de quoi il parle. Chez des radicaux, oui, mais des radicaux qu'on trouve en passant dans toutes les religions. Mais là, lui, il parle pas. Il a pas parlé d'extrémistes religieux. Il a parlé spécifiquement d'un groupe. Ouais. Donc, alors, tu sais, il y a des masculinistes. Il y a ceux qui manifestent tous les jours devant les cliniques où sont procédées des interruptions de grossesse, qu'on appelle autrement des avortements, etc. C'est pas des musulmans. Les témoins de Jéhovah qui tapent à ta porte et qui te demandent d'écouter le Seigneur, etc. Puis moi, ça m'arrive de temps en temps qu'ils tapent à ma porte. C'est pas des musulmans, là, tu sais. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est pas pour dire qu'il y en a que les autres, qui est meilleur, qui est moins bon. C'est pas ça. C'est juste que ils parlent d'assaut sur nos valeurs. Mais oui, mais les assauts sur nos valeurs, elles viennent d'extrémistes, tous autant qu'ils soient. Yeah. Là, lui, il frappe là-dessus. Moi, je vais te le dire, je trouve ça cheap, je trouve ça mauvais, je trouve qu'il y a un mauvais fond là-dedans. Genre là, je te dis, il y a un mauvais fond, un fond très douteux. Et oui, on souffle sur les braises de l'intolérance. Et oui, on essaye de faire des rapprochements douteux. Puis ensuite, tu sais, parler de tout. Ah oui, non, excuse-moi. Oh non. Ah, j'ai oublié. Ah oui, pour justifier ça, parce qu'ensuite, les médias lui ont posé la question. Oui. Il leur a dit l'école Bedford. Ouais. Tu te souviens ici à quel point j'avais été d'une virulence terrible contre ces imbéciles qui ont foutu un peu le désordre à l'école Bedford et dans d'autres écoles, on va se le dire. Là, OK. Moi, j'ai un message pour M. Legault là-dessus. Je m'excuse. Plutôt que d'avoir jeté de la poudre aux yeux aux Québécois avec une pseudo-loi sur la laïcité 21, qui n'a rien réglé, qui n'a pas empêché des Bedford d'arriver. Au lieu de s'attaquer aux vraies affaires d'une forme d'entrisme religieux, de toute religion d'ailleurs, mais oui, s'il devait y avoir des gens
connoté islamiste, etc., là, on aurait dû avoir une loi sur la laïcité qui se tienne. Celle qui défend vraiment la laïcité de l'État. Lui, non, il s'est attaqué à la kippa, au foulard. Bon, au foulard surtout, là, on s'entend. Hein, c'est anti-musulman avant d'être quoi que ce soit d'autre. Là. Tu sais, mais il s'attaque au signe religieux au sens large du terme, mais il ne s'est jamais attaqué à ça. Alors, excuse-moi, là. Là, maintenant, tu dis, il faut renforcer. Oui, non, mais tu renforces, tu tires toujours à côté. Arrête de tirer à côté. Tire sur la cible, comme ça. Comme ça, à ce moment-là, là, on arrête le niaisage. Parce que moi, quelqu'un qui ramène ses affaires religieuses que ce soit dans une école, et pas juste dans une école, dans n'importe quelle place à l'intérieur du giron gouvernemental, devrait perdre sa job. Ouais. Je suis sévère de même. Mais shoot là où ça. Dans la cible. Tire dans le mille. Arrête de tirer à côté pour dire je fais. Tu fais rien, man. Excuse-moi, là. Ouais. Il faut être très prudent avec les stéréotypes. Là. Puis moi, je veux retourner un peu en arrière avec la commission Charbonneau. Charbonneau? Oui, c'est avec les contrats, à l'époque. Là. Oui, OK. Et je me rappelle parce que, évidemment, on travaillait toujours en politique en ce moment-là, puis on avait une assez importante partie de la communauté italienne dans notre comté, puis ils venaient nous voir, nous dire, écoute, là, ça n'a pas d'allure, votre gouvernement, ils font en sorte que tout le monde pense que les Italiens sont des corrompus, sont des mafiosos, sont liés au crime organisé, etc., etc. Évidemment, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis il faut arrêter ces stéréotypes-là. Puis moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu, parce que j'ai travaillé avec des groupes musulmans. Dans l'Orient d'Orion, là, on avait 6 mosquées. Tu comprends? C'est des hommes et des femmes honnêtes qui se réveillent le matin, qui vont au travail, qui amènent leurs enfants aux écoles, puis ils ont les mêmes préoccupations que tout le monde, puis qui vont à la mosquée pour prier, comme le font les Grecs, les catholiques, tout le monde, là, tu comprends? Et je trouve ça un peu désolant. Est-ce qu'on a un problème de radicalisation? Peut-être. Mais est-ce qu'on peut, comme tu dis, aller trouver exactement c'est quoi la source au lieu de mettre tout dans une même boîte et dire les musulmans, là, ça fonctionne pas au Québec. C'est un problème. C'est un problème. Ben, c'est ça. Puis, en fait, encore une fois, pour moi, c'est simple. C'est très simple. J'ai aucune sympathie pour quiconque, qui soit musulman, pas musulman, islamiste, pas musulman, chrétien, juif, peu importe. J'ai pas de sympathie pour ceux qui brisent les principes de la laïcité, de la vraie laïcité, comme j'aime le dire, de l'État. Ça n'a pas sa place. Pour moi, quelqu'un... Tu sais, par exemple, Bedford, s'il y a un monsieur, admettons, là, qui dit « les filles, ça joue pas au soccer », là, dehors. Ouais. Dehors! Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Parce que ça, oui, ça brise des principes de la laïcité. C'est inacceptable et inadmissible. Dehors. Ça, j'ai pas de problème. Moi, là, je veux qu'on... Moi, ce que je souhaite, là, ce que je souhaiterais, là, mon idéal, c'est que ce soit assez sévère pour qu'il y ait personne qui contrevient à ça. Et s'il contrevient, il y a, tu sais, dans quelque chose spécialement aussi grave, c'est dehors. Mais arrêtons de stigmatiser les gens, etc. Là, puis à chaque fois dire on va renforcer parce que on a vu telle chose, donc on va renforcer. Ben d'abord, je veux juste te dire, dans le corpus législatif actuel, donc au milieu des milliers de lois qu'on a, il y en a plusieurs déjà qui prévoient des choses. Tu sais, on me parle des prières de rue. En passant, les prières de rue, ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est l'État. Ça n'a rien à voir. Alors ensuite, si tu trouves que certaines prières de rue troublent l'ordre public, il y a des lois et des règlements qui découlent de lois qui existent déjà. Ouais. Donc ceux qui vont troubler l'ordre public parce qu'ils ont, je sais pas moi, coupé une rue ou laissent pas passer du monde, je sais pas moi, sur une place ou un truc comme ça, où on voit qu'il y a une forme de comment dire, de provocation ou un truc comme ça. Alors d'abord, honnêtement, les lois existent encore, déjà.
T'sais? Puis s'il y a quelque chose où il faut renforcer cette loi-là pour permettre plus facilement, admettons, à une municipalité d'agir, let's go, fais ça. Mais arrête d'entourlouper les Québécois, arrête de mentir aux Québécois, arrête de leur dire c'est la laïcité, ça n'a rien à voir. Prends le petit Robert, va chercher laïcité, ça n'a rien à voir. Tu sais, je veux dire, c'est du mensonge. On jette de la poudre aux yeux aux Québécois qui ont une préoccupation qui est légitime. Une préoccupation que je partage. Je partage avec l'ensemble des Québécois. Mais la préoccupation légitime, il y a des gens qui s'en servent à des fins politiques. Et on ment. Alors, et moi, je trouvais que ça, c'était honteux. C'est honteux. Puis ça tombe bien parce que, tu sais, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens à la télé, à la radio, des observateurs, des chroniqueurs, des journalistes qui ont écrit un petit peu là-dessus, puis ils comprennent pas où est-ce que ça s'en va, cette histoire. L'assaut des islamistes sur les valeurs du Québec. Hey, des islamistes... Écoute, il y a personne, là, qui pourrait gagner un comté avec des votes. Évidemment, je suis moi-même en train de faire l'amalgame islamiste-musulman, mais c'est pas ça, là. Mais je veux dire, admettons, là, ceux qui se revendiquent de l'islam, là, qu'ils soient des musulmans au sens normal du terme, ou malheureusement, ceux qui sont extrémistes des islamistes, là, quand bien même tu les packages tous, ils ne gagneraient pas un comté. T'sais, contrairement à bien d'autres communautés, sans leur vote, tu ne peux pas passer. Il y a des circonscriptions, si les Italiens décident de ne pas voter, ben, je veux dire, le vote italien est déterminant dans la victoire dans certains comtés, la communauté grecque, dans certains comtés, la communauté juive, dans certains comtés, d'autres choses, etc. Là. Mais tu prends même un comté comme Saint-Laurent, ou ta ville Saint-Laurent, où il y a quand même beaucoup de personnes originaires du Liban, Moyen-Orient, etc., qui sont pas, en passant pas tous musulmans, parce qu'il y a des chrétiens, bien sûr, au Liban, etc. Ben, malgré ça, même s'ils décidaient tous de ne pas voter, ça ne change pas le vote. Fait que, alors moi, je te le dis, c'est terrible. Monsieur Legault cherche des adversaires. C'est drôle, hein? Il n'a pas parlé de logement. Discours inaugural. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Il y a pas parlé. Non, mais le logement, t'as pas d'adversaire, t'as pas d'ennemi. Et si jamais t'es vraiment mal pris, tu diras, oui, mais c'est à cause de l'immigration. Ben oui, va dire ça aux gens qui vivent dans le Bas-Saint-Laurent et à Gaspésie, qui trouvent pas de logement, ou qui les trouvent extrêmement chers, ou ils sont pas capables de les payer. Et il n'y a pas d'immigration qui arrive là-bas, ou quasiment pas, là. C'est peut-être une personne, là. Tu sais, je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, je m'excuse. Mais encore une fois, c'est ça qu'on disait tantôt, Salim, la politique est devenue une question de clientélisme au lieu du vrai service au public. Mais revenons sur les autres piliers, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est, tu parlais un peu des thèmes que M. Legault a abordés dans son discours inaugural, et la seule chose que je me posais comme question dans la tête, c'est, il te reste une année avant l'élection de ton deuxième mandat. On est à la fin de ton deuxième mandat. Comment est-ce possible que les mêmes sujets, que les sujets que tu es en train, auxquels tu fais référence maintenant, en une année de l'élection, sont pratiquement les mêmes avec lesquels tu t'es fait élire en 2018? Et si on a un problème à une année des élections de ton deuxième mandat, la seule question qui vient à la tête des gens, c'est « Mais qu'est-ce qui a été fait durant 7 ans? Qu'est-ce qui a été fait durant 7 ans qu'on revienne à un moment où les mêmes sujets sont ta priorité? » Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Eh oui. Je suis bien d'accord, mais moi, j'ai une explication, mais celle-là, elle est pas évidemment, c'est pas scientifique, mais c'est mon opinion sur la question. C'est parce que c'est le PQ qui est en haut des sondages. Et le PQ est beaucoup plus intense sur ces questions-là. Tu sais, le PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on a reçu ici, d'ailleurs, ça a été un plaisir de le recevoir. Tu sais, belle face, jeune, dynamique, puis tout, là, tout le sparkle qui va avec. Mais le PQ... je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est plus extrême encore. Faut voir leur position.
Puis là, ils prennent leur position, puis quand les gens leur disent que c'est extrême, ils sont comme, ils disent de nous qu'on est extrême, pauvre nous. Ben oui, excuse-moi. Il y a personne qui va dire que c'est tout à fait équilibré ce que vous proposez. C'est pas vrai. Là. Je veux dire, ramène même des observateurs étrangers, ils vont voir ça, ils vont rire. Là. Je veux dire, faut arrêter là, non, c'est parce que malheureusement, la CAQ veut jouer de surenchère avec le PQ. Ouais. Une bataille idéologique mais bien à sûr. une année des élections. Et bien sûr. Non, mais parce que George, je vais te dire un truc. On va faire une image, puis en tout cas, moi, ça paraît clair. J'imagine que pour d'autres aussi, et peut-être d'autres non, mais enfin. Imagine si ça avait été le PLQ qui était à 36-37% des sondages, qui était largement en zone majoritaire. Puis on attend juste l'élection de l'année prochaine pour que le PLQ forme le gouvernement, Pablo Rodriguez devienne premier ministre. On parlerait de quoi? Plus économie, c'est sûr. immigration. Mais c'est sûr qu'on parlerait beaucoup moins de ça. D'abord, on parlerait bien sûr probablement plus d'économie, on parlerait probablement plus d'innovation, on parlerait probablement plus de questions relatives à je sais pas moi, aux PME en région, on parlerait de... Tu sais, ce serait beaucoup ça, tu sais. Je te dis pas qu'il n'y aurait pas d'identitaire, parce qu'au Québec, il y aura toujours un petit côté identitaire, parce que oui, il y a une préoccupation identitaire. On est une minorité, une goutte d'eau dans un océan. Bref, on les a toutes entendues, ces images-là. Là. Mais fondamentalement, il n'y aurait pas nécessairement de surenchère. Peut-être que la CAQ essaierait de mettre des bâtons dans les roues sur les questions identitaires au PLQ, mais ce ne serait pas cette surenchère-là. Là, maintenant, c'est qui peut faire plus? Qui aime plus le Québec, mais qui est le plus québécois? Qui est le plus défenseur du Québec, de ses valeurs, de son histoire, etc. Et ça se mesure comment? T'imagines? Ça se mesure au degré d'extrémisme sur la question identitaire. Je vais te poser une petite question, Salim. C'est quand même fou. Tu sais, je vais te dire un truc, là. Il y a des gens, bien sûr, qui vont pas être d'accord avec tout ce que je dis, puis c'est bien correct, hein, on est en démocratie. Je peux te dire, il y a personne qui aime le français autant que je l'aime, là. Il y a personne qui veut le français au Québec autant que je le veux, là, tu sais, je veux dire, peut-être autant que moi, on est beaucoup de Québécois qui pensent pareil sur la question du français. C'est fondamental, c'est vital, c'est ce que tu veux. Mais il y a une différence entre promouvoir notre langue, notre culture, nos valeurs, oui, parce qu'on a des valeurs, etc., et de commencer à scraper d'autres valeurs au nom des valeurs. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Il faut se réveiller, là. Je veux te ramener un peu en arrière, puis même les gens qui nous écoutent. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on essayait d'analyser un peu ce manque qui existe dans l'électorat avec la base d'Éric Duhaime. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un peu avant qu'Éric Duhaime, en fait, vienne, puis on lui a posé la question qui va aller chercher ces gens-là? Où est-ce qu'ils vont aller? Et c'est quand même un vote important, surtout en région, alors que et la CAQ et le PQ bénéficieraient beaucoup d'aller chercher ce vote-là. Et on voit un discours tant de la CAQ que du PQ qui rapproche un peu ce groupe-là d'électeurs. Et c'est drôle parce qu'on va revenir au sondage léger qu'on a vu ce matin, parce qu'on voit tout à coup les conservateurs monter. C'est pas énorme. Ben, quand même, 4 points. Ouais, c'est vrai. Ben, 4 points, c'est... Ouais. Ils sont à 15% aujourd'hui. 15%, c'est le score qu'ils avaient fait, je crois, ben, en tout cas environ. Oui, aux élections. Et la question, et quand j'ai vu ce sondage-là, immédiatement, j'ai pensé à cet épisode-là où on parlait, ben, qu'est-ce qui arrive? Et là, tu as la CAQ, c'est sûr que les gens sont fatigués. Puis tout à coup, on a un discours qui approche un peu le territoire d'Éric Duhaime
Et on voit que les conservateurs commencent à augmenter parce qu'ils sentent que, ouf, OK, la CAQ, c'est fini. Le PQ, moi, pas trop sûr. Mais ce discours-là qu'on est en train d'écouter dernièrement en politique, ça plaît à un groupe d'électeurs très particulier et je trouve que ça s'est reflété justement ce matin dans les sondages. Et on avait Éric Duhem ici l'autre jour, puis je trouve que le contexte politique, le shift là, qui est en train de se produire, ça s'explique pas mal avec les chiffres qu'on est en train de voir. C'est quand même intéressant. Ben oui, oui, je peux être que d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ça annonce une année intéressante, mais je veux juste te dire un truc, George, puis ça se peut qu'on soit pas d'accord là-dessus. Moi, je n'enterrerai pas la CAQ. Ah non, moi non plus. Non, moi non plus. Parce que, regarde, je sais, les gens ils vont te dire, oui, mais tu sais, il n'y a personne qui a envie d'entendre parler de la CAQ. Tu fais des vox pop, là, tu sais, les télés, les radios qui vont faire des vox pop dans la rue, etc. Tout le monde est comme déconnecté de la CAQ, mais complètement. Les sondages montrent qu'il y a à peine 15%, je crois, des gens qui sont d'accord avec la CAQ. Leur niveau d'impopularité est extrêmement élevé. Tu sais, puis, OK. Il y a beaucoup de gens qui te disent, si ça ne change pas d'ici décembre, janvier, le premier ministre devra peut-être penser à céder sa place parce que le problème, ce serait peut-être lui, pas sa formation politique. OK, tout ça, je l'entends, puis c'est effectivement plausible. Je te dis pas que c'est ça. Puis si c'était ça, ça voudrait dire que je lis dans l'avenir. Mais moi, la seule chose que je dis, c'est soyons collectivement prudent. La CAQ, c'est peut-être pas terminé parce que veut pas, l'élection, oui, est dans un an. Donc, elle est à la fois proche, mais elle est aussi encore éloignée. Ouais. Parce qu'à un moment donné, les gens vont commencer aussi à se poser la question. Bon, jusque-là, quand on m'appelait pour faire des sondages, je disais PQ. Mais là, maintenant qu'il va falloir que je vote, veux-tu vraiment voter PQ? Ou est-ce que je me cherchais une alternative? Mais alors, l'alternative, si elle vient à l'intérieur même de la CAQ, c'est-à-dire, admettons, un nouveau chef à la CAQ, tu comprends? Ouais. Un peu comme Carney. Bon, Carney, c'est très exceptionnel parce qu'il y avait l'histoire de Trump aussi, mais tu sais, dans le fond, l'alternance au PLC est venue du PLC elle-même. Alors, est-ce que l'alternance à la CAQ viendrait de la CAQ elle-même? C'est pas impossible. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à regarder plus du côté des libéraux, pas parce qu'ils se seront nécessairement distingués, mais en se disant, mais ça vaut-tu la peine de les regarder? Est-ce qu'ils sont prêts? Non, mais est-ce qu'ils sont prêts? Mais, OK, mais tu sais, je pourrais te dire, est-ce que le PQ est prêt à gouverner? Tu sais, je veux dire, passer de 6 députés à 66 là, pour faire un majoritaire, je suis pas sûr que le PQ soit prêt non plus, là, tu sais. Prêt, c'est quoi? Prêt, c'est que tu as déjà une ossature, quelque chose. Prêt, c'est pas juste un sondage, là, tu sais. Puis au moment où on se parle, le PQ est prêt avec un sondage, là, tu sais. Prêt à faire peut-être l'élection aussi, etc. Mais je veux dire, prêt à gouverner, c'est une autre histoire. Je suis même pas sûr que PSPP soit prêt à gouverner. Mais ça, c'est mon avis. Alors, moi, fondamentalement, je pense que personne ne sera prêt justement à gouverner. La question, c'est, à ce moment-là, est-ce que la population pourrait être tentée de revoter pour la CAQ, peut-être de manière minoritaire, ou peut-être parce que ce sera un nouveau chef ou une nouvelle chef, je sais pas. Ça sera à voir. C'est juste un truc, c'est il faut pas partir du principe « Ah non, la CAQ, c'est terminé », parce que moi, je pense que c'est un raccourci en politique d'être aussi tranché. Si tu me poses la question, Salim, penses-tu que la CAQ va gagner l'an prochain? Mais moi-même, je vais te dire, je pense pas. Honnêtement, je te dirais, je pense pas. Mais si tu me poses la question, Salim, es-tu convaincu que absolument rien ne pourrait faire en sorte que la CAQ reste au pouvoir? Je vais te dire, ben non. Il y a bien des choses qui pourraient se passer dans les prochains mois qui pourraient justifier le fait pour certaines personnes de revoter pour la CAQ. Et surtout quand on regarde ce sondage-là qui est sorti ce matin, juste rapidement, là, le PQ qui est à 36, les libéraux à 25, la CAQ demeure à 16, les conservateurs qui montent à 15 et Québec solidaire à 6 %.
c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans l'optique où on veut pas un parti souverainiste au pouvoir, mais que la CAQ, on n'est pas convaincu, Monsieur Legault, là, ils doivent sérieusement réfléchir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que, il y a eu toute une année difficile. Il y a eu le remaniement qui, normalement, c'est comme un rafraîchissement un peu. Là, tu bouges un peu les choses, ça change un peu le discours dans les médias, de nouveaux visages. Le but, c'est de donner un peu un lift là, au parti. Ça n'a pas fonctionné du tout. On a eu des démissions. Il y a eu des gens qui ont quitté. Il y a eu d'autres qui ne se présentent plus. C'était un flop carrément, là, son remaniement ministériel. Puis là, avec le sondage qui sort, c'est démontré que ça n'a pas eu l'effet que peut-être ils auraient souhaité. Et je reviens à ce que tu disais. Avec ces chiffres-là, peut-être effectivement que M. Legault se pose la question, finalement, on a essayé une chose, on a essayé une deuxième, on a essayé une troisième, on a perdu toutes les élections partielles. Mon remaniement, c'était la dernière shot là, qu'on avait à rafraîchir un peu notre image et à bouger un peu les chiffres. Ça non plus, ça n'a pas marché. Finalement, comme tu dis, est-ce qu'il pourrait avoir de la pression de l'intérieur pour dire, look, Monsieur le Premier ministre, la porte, vous la voyez? Elle est grande ouverte. Mais la pression est déjà là. Ouais. La pression est déjà là. Dans son caucus, la plupart veulent qu'il parte. Ils le diront pas. En tout cas, ils le diront pas tous, encore moins publiquement. Mais la plupart. Mais tu sais pourquoi? Oublie pas, hein, George, la plupart des députés de la CAQ, on les connaît pas. Même pas de nom, rien, mais absolument rien. Là, tu sais, souvent, un député dans certaines régions, dans certains coins du Québec, là, c'est des kingpins dans leur coin. Là. Puis pour eux, être député au gouvernement ou être député dans l'opposition, évidemment, c'est toujours mieux d'être député au gouvernement que dans l'opposition, mais je veux dire, mais ça ne les dérange pas d'être dans l'opposition. Mais pour être dans l'opposition, ils doivent quand même conserver leur comté. Puis il y en a certains qui te disent, moi, mon comté, je vais le perdre. Si M. Legault est encore là, je vais le perdre. Donc, pour eux, c'est « je m'en fous. Ramenez le chef que vous voulez, mais changez-le. Ouais. » Parce que je passe de 0% de chance de me faire réélire à 50% de chance de me faire réélire. Même si c'est 50-50, mais au moins, il y a 50% de garder sa job de député et son statut dans son coin de pays qui lui donne une certaine importance, etc. Là, puis il y a des gens qui vivent de ça, là, tu comprends? Donc moi, je te le dis, c'est sûr qu'à la CAQ, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient ne pas le voir. À la limite, ils s'en foutent de gagner ou de perdre. Il y en a certains qui sont convaincus que l'an prochain, la CAQ est dans l'opposition. Mais ils se disent juste, là, on peut passer de 90 députés à 40. Ouais. Mais au moins dans le 40, peut-être que moi, je pourrais rentrer dans ces 40-là. Il y a beaucoup de députés qui pensent comme ça. J'aimerais qu'on finisse en parlant d'un dernier sujet qui revient dans l'actualité, l'immigration. On l'avait un peu oublié, ça, avec M. Roberge et tout le discours, toute la pression envers le gouvernement fédéral d'arrêter ce flux d'immigrants là qui était ouvert par Justin Trudeau. Finalement, le fédéral, ils ont pris une décision vers les arguments du Québec, mais presque. On va expliquer un peu la nuance. Et M. Roberge est maintenant dans la défensive. Voilà, ça c'est un très bel exemple de la naïveté dont on peut faire preuve au Québec comme électeur. Nous sommes des naïfs. Nous sommes des naïfs, collectivement, là, nous sommes des naïfs. Ça, c'est bien la preuve qu'on est tout le temps... Tu sais, tantôt, je t'en parlais au niveau de la laïcité. Aujourd'hui, maintenant, on en parle au niveau de l'immigration. On jette de la poudre aux yeux aux gens. On leur donne l'impression qu'on agit. Puis ensuite, on leur ment ou on leur dit des demi-vérités ou des mensonges par omission. Puis comme c'est très technique, l'immigration, donc les gens, ils voient pas. Ouais. Donc, comme disent les Anglos, if you can't convince them, confuse them. Alors là, t'embrouilles tout le monde pour pouvoir les convaincre.
George, avant de répondre à ta question, je sais que je l'ai déjà dit sur le podcast, je vais le redire pour ceux qui ne l'ont peut-être pas écouté ou qui ne s'en souviennent pas. M. Legault et son gouvernement se sont fait élire en 2018. Ils avaient dit qu'ils allaient réduire l'immigration. Ils avaient même parlé, à un moment donné, de faire des tests de valeur, puis s'il y en a certains qui allaient se planter dans ce test-là, qu'ils allaient les retourner chez eux. Là, c'était radical de même. Là, comment dire... tu te souviens de la phrase, là, M. Legault, c'est « on va en prendre moins, mais on va en prendre soin ». Ouais. Moi, à mon avis, t'en as... En fait... Au lieu d'en prendre moins, il en a pris plus. Au lieu d'en prendre soin, il n'a pas pris soin du tout. Hein. Puis même, et maintenant, ils sont rendus responsables d'à peu près tout ce qui ne va pas au Québec. C'est grave. Le Canadien de Montréal, il perd, c'est à cause de l'immigration. C'est que... Bref. Alors... Mais c'est parce qu'il faut expliquer la différence. Parce que dans l'immigration temporaire... C'est là que je m'en allais. Exact. Ouais. Ouais. C'est là que je m'en allais. Et à l'époque, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils avaient fait? M. Jolin Barrette avait... flushé 18 000 demandes d'immigration, ce qui d'ailleurs était à la fois, évidemment ça passe dans une loi donc ça devient légal, mais qui était un peu immoral pour diverses raisons, qu'importe. George, à l'époque, ils avaient dit, nous on va favoriser l'immigration temporaire. Ils ont favorisé l'immigration temporaire. Dans le fait qu'on s'est retrouvé dans un flot d'immigration temporaire, c'est pas vrai que c'est juste la cause du fédéral. Parce que dans les temporaires, il n'y avait pas juste des demandeurs d'asile, du regroupement familial, qui d'ailleurs, demandeurs d'asile, c'est des gens qui viennent ici pour fondamentalement devenir des résidents permanents quand ça leur est accordé, là, quand on fait la démonstration qu'effectivement c'est des réfugiés. Puis regroupement familial, c'est du monde qui vit ici. Donc, tu comprends que si, admettons, ils ont épouse ou enfant à l'étranger, puis les ramènent, bon, c'est pour être des résidents permanents et des citoyens du Québec canadien. Puis tu as parfois, dans les temporaires, oui, si un étudiant international a une épouse, puis qu'il ne veut pas rester 3, 4, 5 ans loin de son épouse, il peut la faire venir. C'est le seul cas qui sont en lien avec le Québec, là, en termes... qui sont en lien avec le fédéral. Le fédéral accorde un permis pour que la personne puisse l'accompagner. Ouais. Ensuite, les CAQ, les certificats d'acceptation du Québec, pour des travailleurs temporaires, sont émis par le gouvernement du Québec. Donc, s'ils sont émis par le gouvernement du Québec, ça veut dire que le Québec l'a voulu, l'a accepté, et avec ce certificat d'acceptation du Québec, il se tourne vers le gouvernement fédéral pour lui donner son permis de travail ou d'études. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, maintenant, on a entendu... Alors, c'est drôle, parce que d'abord, ils étaient, eux, responsables. Ensuite, ils disaient que c'était le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, il a aussi un très bon programme que les entreprises du Québec aiment, qui est le programme, on l'appelle le PTET, Programme des travailleurs étrangers temporaires, parmi lesquels il y a des milliers de personnes qui viennent travailler dans les champs au Québec. Tu sais, tout ce qui est... cueillette de fruits, de trucs, etc. Souvent, ils viennent d'Amérique latine, etc. C'est des travailleurs absolument essentiels pour l'agriculture, etc. C'est très, 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 très important. Ça, c'est un programme fédéral. Donc, il y a des travailleurs étrangers temporaires qui viennent. Puis là, tout d'un coup, M. Robert, j'ai dit... Ah, mais là, c'est parce qu'il y a des entreprises en région qui sont allées se plaindre à leurs députés caquistes pour dire « Nous sommes en train de fermer nos entreprises parce que nous sommes, au moment où on est en train de se parler, en train de perdre nos travailleurs temporaires parce que soit c'est arrivé à bout, leur truc est arrivé à bout, on n'est pas capable de les renouveler, soit qu'on n'est pas capable de les ramener parce que c'est bouché, etc. » Puis qu'est-ce que M. Robert dit? Il dit, mais c'est à cause du fédéral. Mais c'est parce que tu disais au fédéral, c'est à cause de toi qu'il y a des travailleurs
des résidents temporaires en masse. Il disait que c'était à cause du fédéral. Puis là, il te dit, le fédéral s'ingère. Ben d'abord, le fédéral ne s'ingère pas dans le travail, dans le programme PTET, parce que c'est un programme fédéral. Il ne s'ingère pas dans son propre programme. Okay? Mais quand il te dit, il joue dans nos plates-bandes, dans notre programme, mais non. Ton programme, c'est toi, tu as fixé ton nombre de personnes, ton nombre de CAQ que tu vas émettre, puis avec ton nombre de CAQ, ils les fournissent des permis de travail ou d'études et ils viennent au Québec. À ta demande. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est ce que tu disais tantôt. Hein? C'est très, très, très mélangeant. Puis, juste pour le contexte aussi, là, parce qu'à l'époque où tout le chaos se passait, la CAQ demandait qu'Ottawa arrête d'amener les résidents temporaires dans la catégorie de réfugiés, demandeurs d'asile, etc. Et là, ils ont décidé de réduire justement dans le programme que tu parlais, qui est dans leur juridiction. C'est leur programme. Et je reviens à ce que tu disais, où c'est une confusion totale parce que là, comment est-ce que M. Roberge va expliquer aux gens que non, nous, c'était l'autre qu'on voulait arrêter, mais là, il arrête un autre programme qui a un impact direct sur l'économie des Québécois, mais oui, mais choisis ce que tu veux, pick your battle. Rappelons un truc, George. Rappelons un truc. Encore une fois, on jette de la poudre aux yeux aux Québécois, on leur ment, on leur donne l'impression qu'on sait de quoi on parle. Et peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent, mais s'il y a des faussetés qui sont dites, le Québec est la seule province dans tout le Canada qui a des pouvoirs en immigration. À la base, l'immigration, c'est de compétence fédérale. Mais il y a des accords, les accords McDougall, Monique Gagnon-Tremblay de 1991. C'était le gouvernement libéral de Robert Bourassa qui avait obtenu des pouvoirs en immigration. En passant, juste pour te dire, hein, comme quoi même les libéraux du Québec sont des gens nationalistes qui pensent à ces affaires-là, etc. Les plus gros gains dans l'histoire du Québec, c'était pas des nationalistes identitaires comme le PQ là, et la CAQ qui les ont fait. Là. Les plus gros gains, c'était des libéraux. Puis je dis pas ça parce que j'ai été dans le parti. Je dis ça parce que l'histoire est claire. Je te dis pas que les autres n'ont rien fait, mais ça... Ouais. Alors, le Québec a des pouvoirs en immigration sur l'immigration économique. Il y a une partie de l'immigration au Québec qui n'est pas gérée par le gouvernement du Québec. C'est les demandeurs d'asile et le regroupement familial. Puis il faut comprendre qu'il y a une raison à ça. C'est que ces sujets-là, demandeurs d'asile et regroupement familial, il y a des ententes internationales signées par le gouvernement fédéral dans un champ de compétences qui est exclusif au gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral n'a pas d'autre choix que de le gérer. Là où je donne raison au gouvernement du Québec caquiste versus le gouvernement fédéral, c'est sur une seule chose. C'est qu'il n'est pas normal que le Québec, qui représente 22% de la population du Canada, reçoive 50% des demandeurs d'asile. Parce qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Mais ça, justement, j'allais juste commenter là-dessus. Juste le revers de la médaille où il faut garder un peu l'argument de la CAQ, c'est justement là-dessus. La pression, mais je suis d'accord. C'est pas juste regarder leur argument. Ouais. C'est le seul argument sur l'immigration où ils ont raison. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu rentres au Québec, il y avait eu le chemin Roxham ou peu importe quoi, là, maintenant aussi ils se présentent à la colle, aux frontières canadiennes de la colle ou peu importe quoi. C'est pas parce que géographiquement tu t'es arrivé là que tu dois spécifiquement rester là. Le Canada, c'est large, le Canada accueille, mais le Canada, c'est aussi 10 provinces et 3 territoires. Ouais. Là, je comprends que quelqu'un qui vient d'Haïti a peut-être pas envie d'aller à Yellowknife, là,
je le comprends, puis il faut être jusqu'à un certain point humain, mais en même temps, en bout de ligne, les provinces doivent prendre des parts à la fois raisonnables et justes. Donc, que le Québec reçoive 22% des demandeurs d'asile parce qu'ils représentent 22% de la population canadienne, c'est bien. Mais que tu en reçoives à toi seul, Québec, 50%, c'est-à-dire la moitié de tout ce que reçoit le Canada, ça, c'est pas normal. Et ça, le gouvernement fédéral, à mon avis, travaille pas assez fort là-dessus. Mais tu trouves pas ça louche que le gouvernement fédéral ait pris une position au lieu dans le secteur, par exemple, des demandeurs d'asile ou des réfugiés, d'aller affecter un programme qui a un impact direct sur l'économie d'une province? Parce que là, le gouvernement fédéral va retourner, vont dire, ben regarde, écoutez, vous voulez moins d'immigrants, ben c'est ça qu'on vous donne, arrêtez de vous plaindre. Sauf que, ben excuse-moi, t'aurais dû arrêter l'autre programme qui nous nuit parce que justement, on en reçoit beaucoup plus qu'on devrait. Et tu es allé toucher un programme qui nous affecte économiquement. Alors, je comprends ta question. Je comprends ta question, mais on parle pas du même... D'abord, il n'y a pas de programme pour les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, c'est des demandeurs, ouais. C'est des demandeurs, c'est-à-dire... il faudrait qu'il y en ait moins qui arrivent. Tu les prends puis tu traites leurs demandes. Non, mais la seule chose, c'est que tu n'es pas obligé de traiter leurs demandes au Québec puis qu'ils restent au Québec. Puis, une fois qu'ils se sont installés au Québec, ils n'auront pas ailleurs. Puis, veut pas, au Québec, il y a quand même un... disons... Au Québec, on est plus taxé qu'ailleurs, mais on a aussi beaucoup plus de services qu'ailleurs. Et donc, forcément, il y a un côté un peu plus généreux, etc. Mais le Québec fait ses choix. Il est souverain dans ses champs de compétences et c'est parfait comme ça. Mais dans ce cas-là, assure-toi qu'il y en ait 22% qui restent ici, mais il y en a qui vont aller en Nouveau-Brunswick, qui va aller en Alberta, qui va aller en Ontario, qui va aller... Puis de répartir ça. Mais qu'il n'y ait pas de répartition, ça pose un problème. Ben oui, ça pose un problème parce que il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu les francises pour certains. Et il y en a certains qui se retrouvent à l'école aussi. Puis, tu sais, parfois, il y a de la pression dans le nombre d'élèves dans les classes, etc. Puis ça, je le comprends. Non seulement je le comprends, mais jusqu'à un certain point, j'y adhère. Tu sais, quand je dis jusqu'à un certain point, c'est parce que j'aime pas les arguments extrémistes. Moi, les extrêmes, j'haïs ça. Tu l'auras compris, là, qu'ils soient de droite ou de gauche, j'haïs les extrêmes. Moi, je suis d'extrême centre, tu vois. Et donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est au gouvernement fédéral de s'assurer de ça. Et si le gouvernement fédéral ne le fait pas, ben, c'est normal que le Québec dise, ben, dans ce cas-là, payez-nous. Ouais. Payez-nous parce que ça nous coûte très cher. Et sais-tu quoi? Moi, personnellement, je vais te le dire. Moi, je veux même pas qu'il paye le Québec. Moi, je veux juste qu'il s'assure d'une répartition. Sais-tu pourquoi? Parce que quand bien même il paye le Québec, qu'est-ce que va faire le Québec? Il va mettre ça dans son fonds consolidé, mais les problèmes vont rester. Ouais. Alors, c'est la pression qu'il faut enlever. Mais par contre, George, mais je veux juste te le dire, quand il te parle des travailleurs temporaires à Montréal et Laval, ça, Jean-François Roberge, quand il parle de ça, là, ça m'écœure un peu. Montréal et Laval, tu sais, c'est le diable. Tu es en train de dire à tout le Québec, là, Montréal et Laval, là, c'est ce qu'il y a de pire. Puis tu sais, les gens, t'es en région, etc., là, t'as peur d'aller à Montréal, t'as l'impression que quand tu vas à Montréal, t'as pris l'avion et t'as fait 18 heures d'avion, là. Tu sais, je veux dire, faut arrêter. Montréal et Laval, c'est le Québec. Ensuite, ça plaît peut-être pas aux identitaires, ça plaît peut-être pas aux extrémistes de l'identité, ça plaît probablement moins encore aux racistes, parce que oui, il y en a, et on les entend de plus en plus. Tout le monde ne l'est pas, mais il y en a, on s'entend, là, tu sais. Mais oui, c'est mélangé, mais tu sais, il y a des gens qui sont mélangés, mais qui parlent français, qui vivent en français, qui écoutent du harmonium, qui aiment Vigneault, qui aiment d'autres chanteurs et artistes québécois, puis qui font la promotion de ça. Puis tu sais, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui deviennent pleinement québécois, tu sais. Mais tu dis, Montréal et Laval sont pleins de travailleurs temporaires qui ne travaillent pas. Ben d'abord, je serais surpris de
comment font les travailleurs temporaires pour vivre dans les plus grandes villes du Québec sans travailler. Bon, déjà, je serais très surpris de ça. Mais ceux qui arrivent avec des permis de travail, là, qui sont des résidents temporaires, ils ont reçu des CAQ, Certificats d'acceptation du Québec. C'est le ministère de M. Roberge qui les émet. Ouais. Puis, ces CAQ-là, il y a un tas de critères sur lesquels, si tu t'entends. Mais regarde, à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, le discours inaugural, comme le discours d'une manière générale, tout le monde est un ennemi. Les médecins sont des ennemis. Les syndicats sont des ennemis. Les immigrants, c'est des ennemis. Les islamistes qui sont partout, là, tu sais, genre, on les voit partout. Tu sais, je veux dire, incroyable. J'ai aucune sympathie pour eux, hein, mais je fais juste une caricature. Sont des ennemis. Comment dire, le fédéral est un ennemi. Tout le monde est un ennemi. Et le gouvernement du Québec, là, s'il ne fait pas bien, c'est parce que le Québec est pris dans une camisole de force depuis 40 ans, 50 ans, et après 7 ans au pouvoir, je m'en rends compte. Puis là, j'ai décidé de tout changer. À 1 an des élections. Ah non, mais c'est quand même fou comment... Moi, je te le dis, j'espère que comme société, on va juste prendre un peu conscience. Sincèrement, moi, j'ai comme l'impression qu'on est un peu en dormance comme société. C'est-à-dire nous tous. Hein, je pense pas qu'il y a des gens... je suis pas meilleur qu'un autre ou un truc comme ça, mais comme société, on est en train de dormir et on se laisse berner. On nous jette de la poudre aux yeux. On nous fait croire qu'on agit sur tel sujet alors qu'on n'agit pas. On passe des lois où on tire un petit peu à côté parce que ça va nous permettre dans 3-4 ans de dire on va renforcer ça, puis on va tirer encore un peu à côté, etc. Ça a toujours été ça. Le logement, c'est l'une des choses les plus importantes dont on a besoin aujourd'hui. Où sont les constructions en matière de logement, les investissements en logement du gouvernement du Québec, on ne le sait pas. Par contre, ils ont réduit, oui, des fonctionnaires à la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Où sont les investissements, on ne les voit pas. Ils sont où? Comment on aide les municipalités avec les itinérants, etc. Je sais pas, etc. Je sais pas. Je te le dis, on est dans une période assez particulière. Puis je vais le dire, je ne pense pas qu'avec le Parti québécois au pouvoir, ça va être mieux. C'est ça le pire. Le pire, c'est que je suis même pas sûr qu'avec le Parti québécois, ça va être mieux. Là, tu vas me dire, il reste quoi? Tu vas me dire, les libéraux. Ben, les libéraux, c'est sûr que il va falloir qu'ils que aussi leur capacité. Il va falloir qu'ils démontrent leur capacité parce que il reste 1 an et il va falloir qu'ils mettent de la viande autour de l'os. Il faut qu'ils pressent un peu plus le citron pour qu'il y ait un peu plus de jus, pour que les Québécois puissent le voir et puissent potentiellement les considérer comme alternative. Sinon, ben, ça va être à 90% le PQ, en tout cas aujourd'hui, je pense, et 10% la CAQ. Alors que les libéraux, je pense qu'ils ont des choses à faire valoir, mais il va falloir qu'ils les montrent. Ils ne les montrent pas. Et voilà tout le monde, on va mettre un point là-dessus pour cet épisode. Revenez nous voir la semaine prochaine, la semaine d'après, on va rentrer un peu plus dans la politique municipale. On espère que on a déjà des invités de prévus. On va se croiser les doigts qui vont garder l'horaire parce qu'on sait à quel point ça devient exigeant durant une élection. Mais d'ici la fin du mois, oui, on va rentrer un peu dans l'élection municipale qui est au début du mois de novembre. Donc, allez vous abonner, commentez, partagez, faites toutes ces belles choses-là qui nous aident énormément. Un grand merci à vous, puis on vous voit encore dans un nouvel épisode la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ciao, bye!